Ma famille m'a obligé à faire du babysitting à chaque fête. Je n'ai pas d'enfant, donc ça n'a pas d'importance. Mais, quand j'ai perdu mon appartement, personne n'a voulu m'héberger. Une semaine plus tard, ils ont déposé leurs enfants chez moi, dans mon nouvel appartement, alors je les ai ramenés à la réalité. Je dois commencer par dire que j'aime mes nièces et mes neveux. Le problème, ce n'est pas eux. Il s'agit plutôt de ces années, passées à être traité comme un membre de la famille de seconde zone, parce que j'ai choisi de ne pas avoir d'enfants, et de la façon dont cela s'est retourné, de manière spectaculaire, contre tous ceux qui m'ont rabaissé. Je m'appelle Rachel, et j'ai 34 ans. Je travaille comme graphiste indépendante, ce qui signifie que mes revenus fluctuent, mais me permettent généralement de vivre confortablement. J'ai un frère et 2 sœurs, ma sœur aînée, Amanda, qui a 3 enfants, mon frère, Derek, qui en a 2, et ma petite sœur, Jenna, qui en a 1. Mes parents, Carol et Robert, vivent à environ 20 minutes de la plupart d'entre nous, dans la banlieue du Connecticut. Le babysitting a commencé de façon assez innocente, il y a environ 8 ans. Amanda venait d'avoir son premier enfant, et elle m'a demandé si je pouvais garder la petite Madison, pendant quelques heures, à Thanksgiving, le temps qu'elle aide maman à cuisiner. Bien sûr, pas de problème. Madison était adorable, et j'étais heureuse d'aider ma sœur. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que je venais de créer un précédent, qui allait consumer les 8 prochaines années de ma vie. La fête suivante, c'était Noël. Amanda avait Madison, qui commençait à marcher, et la femme de Derek, Lisa, était enceinte de son premier enfant. Maman m'a appelé, 3 jours avant le réveillon de Noël, pour me demander ce que j'apportais. Quand j'ai dit que j'avais prévu d'apporter un dessert et un accompagnement, elle m'a interrompu. En fait, ma chérie, on espérait que tu pourrais venir tôt, pour surveiller Madison, pendant que tout le monde aide à préparer le repas. J'ai hésité. Tôt comment? Peut-être vers midi. Le dîner est à 18h, donc ça nous laisse beaucoup de temps. 6 heures de babysitting, le soir de Noël. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais elle était déjà passée à autre chose, pour discuter du menu. Je suis arrivé à midi. Je suis parti à 20h, après avoir aussi aidé à nettoyer, pendant que tous les autres se retiraient dans le salon, parce qu'ils étaient tellement épuisés d'avoir géré leurs enfants toute la journée. C'était moi qui avais géré Madison toute la journée, mais apparemment, ça ne comptait pas. Pâques est arrivé ensuite, puis de nouveau Thanksgiving, puis la fête d'anniversaire de quelqu'un, puis une autre fête. À chaque fois, on s'attendait à ce que je sois la nounou par défaut. Les demandes ressemblaient de moins en moins à des questions, et de plus en plus à des obligations. Plus personne ne demandait si j'étais disponible. On me disait juste à quelle heure arriver, pour commencer mon service. Le pire, ce n'était même pas le babysitting en soi. C'était la façon dont ils en parlaient, dont ils parlaient de moi. Rachel n'a pas d'enfant, donc elle ne comprend pas à quel point c'est épuisant. Eh bien, Rachel a plus de temps libre que nous autres. Rachel peut rester tard pour nettoyer, puisqu'elle n'a pas à se dépêcher de rentrer, pour coucher qui que ce soit. Ce n'est pas très grave si Rachel rate la conversation du dîner. Elle n'a pas d'histoire d'enfant à raconter, de toute façon. Cette dernière phrase est venue de Derek, lors d'un repas de Pâques particulièrement brutal, il y a 3 ans. J'avais passé 4 heures dans la salle de jeu, avec 5 enfants de moins de 7 ans, pendant que tous les autres mangeaient, buvaient du vin, et discutaient dans la salle à manger. Quand j'ai enfin émergé, avec un mal de crâne atroce, pour demander s'il restait du jambon, Derek a fait ce commentaire. Tout le monde a ri. Mon père a carrément ri. Je me tenais là, avec du jus de raisin tachant ma chemise préférée, les cheveux collés au front par la sueur, après avoir séparé de multiples bagarres liées à des jouets, et mon propre frère me disait, en face, que ma présence au dîner de famille n'avait pas d'importance. Parce que je n'avais pas de progéniture dont je pouvais me vanter. J'ai commencé à trouver des excuses, après ça. J'étais occupé. J'avais des délais au travail. Je ne me sentais pas bien. Parfois, ça marchait. Généralement, non. Allez, Rachel. La famille, c'est important, disait Amanda pour me culpabiliser. On ne te voit plus jamais, ajoutait Jenna. Tes nièces et neveux grandissent sans connaître leur tante. Et maman portait le coup de grâce. Alors, je cédais, à chaque fois. Je débarquais, on me confiait 3 ou 4 enfants,
et je passais toute la fête dans une pièce à part, pendant que tout le monde s'amusait. J'ai commencé à redouter les réunions de famille. J'en étais malade des jours à l'avance, mais je continuais d'y aller, parce que c'était ma famille, et que c'est ce qu'on fait pour sa famille, pas vrai? Mon crash financier a eu lieu l'année dernière, en septembre. Tout allait bien pour moi. Plus que bien, en fait. J'avais décroché 3 gros clients professionnels, et mes revenus avaient considérablement augmenté. J'avais emménagé dans un plus bel appartement, à Stanford, un 2 pièces avec de hauts plafonds, et de vrais placards. J'étais fier de moi. J'avais accompli tout cela sans partenaire, sans enfant, juste moi et mes compétences. Puis, l'un de mes gros clients a fait faillite. Un autre a été racheté, et mon contrat a été rompu. Le troisième a décidé d'internaliser son travail de graphisme. En l'espace de 6 semaines, j'ai perdu 70% de mes revenus. J'ai tout essayé. J'ai pris de petits boulots par-ci, par-là. J'ai postulé pour des emplois à temps partiel. J'ai épuisé mes économies, en essayant de payer mon loyer, tout en me démenant pour trouver de nouveaux clients. En novembre, je savais que j'étais dans le pétrin. À la mi-décembre, mon propriétaire m'a informé qu'il vendait l'immeuble, et que je devais partir pour le 1er janvier. Il était dans son droit, légalement. Les nouveaux propriétaires voulaient rénover. J'allais me retrouver à la rue dans 2 semaines, juste après Noël. J'ai d'abord appelé Amanda. C'était ma sœur aînée, celle qui me tressait les cheveux quand nous étions petites. J'ai expliqué la situation, aussi calmement que possible. Je lui ai dit que j'avais des pistes prometteuses, pour de nouveaux clients et des appartements, mais qu'il me fallait peut-être une semaine ou 2, pour tout régler. Est-ce que je pouvais dormir dans sa chambre d'amis? Oh, Rachel, j'aimerais pouvoir t'aider, mais nous avons mes beaux-parents qui viennent pour le nouvel an. La chambre d'amis est prise. Ses beaux-parents venaient pour 3 jours. J'avais besoin de la chambre avant, et après ces dates. Je lui ai fait remarquer. C'est juste vraiment pas le bon moment. Les enfants ont été malades, et la maison est chaotique. Tu comprends? J'ai appelé Derek ensuite. Il avait un sous-sol aménagé, avec un canapé convertible. J'y avais déjà dormi, pendant un blizzard. Mince, Lisa utilise cet espace pour son studio de yoga, en ce moment. Tout son équipement est en bas. Il y a à peine la place de marcher, alors pour dormir. L'équipement ne pourrait pas être déplacé pour une semaine? C'est du matériel très cher, Rachel. Je ne veux pas qu'il soit abîmé, ou égaré. J'ai essayé avec Jenna, ma petite sœur. Elle avait un 2 pièces, mais un long canapé. Je suis déjà dans un espace si minuscule, et avec les jouets de Tyler partout, je ne pense vraiment pas que ça marcherait. En plus, tu sais que j'ai le sommeil léger. Ce serait trop gênant. J'ai appelé mes parents en dernier. Eux, c'était sûr, ils allaient m'aider. Ma chérie, nous nous sommes déjà engagés à garder Madison et Tyler, pendant une semaine en janvier, pendant qu'Amanda et Derek partent en retraite de couple. Nous serons débordés. T'avoir ici, en plus, ce serait juste trop de stress. Permettez-moi de répéter cela. Mes parents, qui ont une maison de 4 chambres, ont refusé de m'héberger, parce qu'ils allaient garder 2 petits-enfants, et qu'ajouter leur fille adulte à l'équation, c'était trop stressant. J'ai pleuré pendant 3 heures, après cet appel téléphonique. Ensuite, j'ai séché mes larmes, et je me suis débrouillée toute seule. J'ai mis la plupart de mes affaires dans un garde-meuble. J'ai passé une semaine sur le canapé de mon amie Kelly. Elle n'est pas de ma famille, c'est juste quelqu'un que j'avais rencontré via un client, il y a quelques années, et elle m'a ouvert sa porte sans hésitation. Je travaillais 16 heures par jour, à la recherche de clients et d'appartements. Je mangeais des nouilles instantanées et des céréales. Je me douchais à la salle de sport, et j'ai fini par trouver une solution. À la mi-janvier, j'ai signé un bail pour un appartement plus petit, à Norwalk. Ce n'était pas aussi bien que mon ancien chez moi, mais c'était à moi. J'avais aussi décroché 2 nouveaux clients, avec des contrats mensuels. J'allais m'en sortir. Je l'ai fait complètement seul, sans qu'un seul membre de ma famille ne m'offre autre chose que des excuses. Le comble, c'est que je suis quand même venu à Noël. J'ai quand même gardé les 5 enfants, pendant que tous les autres profitaient du dîner. Personne n'a demandé comment se passait ma recherche d'appartement.
Personne ne semblait se souvenir que j'étais en pleine crise. Quand j'ai mentionné que j'avais trouvé un nouveau logement, Amanda a dit « Oh, bien, je suis contente que ça se soit arrangé », et elle a immédiatement changé de sujet, pour parler de la performance de Madison dans la pièce de l'école. J'ai pris une décision, pendant ce repas de Noël, alors que j'étais assise dans la salle de jeu, avec un petit enfant endormi sur les genoux, et le son lointain de ma famille qui riait sans moi. C'était fini, je ne serais plus leur nounou gratuite. C'était fini, d'être traité comme si ma vie avait moins d'importance, parce que je n'avais pas d'enfant. La vengeance, si on peut appeler ça comme ça, est venue naturellement. Je ne l'ai pas planifié. Je n'ai rien comploté. J'ai juste arrêté de dire « oui ». Février a apporté la fête d'anniversaire de quelqu'un. Amanda a appelé. Et, tu peux garder les enfants pendant le dîner? On va dans ce nouveau restaurant teppanyaki, et les enfants n'y sont pas vraiment les bienvenus. Non, je ne pourrai pas. J'ai des projets. Un silence, puis, quel projet? Juste des projets. Amusez-vous bien au dîner. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. C'était à la fois terrifiant et exaltant. En mars, c'était Pâques. Maman m'a appelé, pour me donner l'heure à laquelle je devais arriver pour mon service de nounou. Je lui ai dit que je viendrais à 17h, pour le dîner, comme tout le monde, et que je ne serais pas disponible pour garder les enfants. Mais qui va surveiller les enfants pendant qu'on cuisine? J'imagine que les parents se débrouilleront. À 17h. Je suis arrivé à 17h. C'était le chaos. Madison pleurait, parce que personne n'avait joué avec elle. Derek avait l'air épuisé, parce qu'il avait couru après ses enfants, tout en essayant d'aider à cuisiner. Amanda m'a agressé à la seconde où j'ai passé la porte. Merci d'arriver à l'heure. Ça aurait été sympa d'avoir de l'aide plus tôt. J'ai dit à maman que je n'étais pas disponible pour garder les enfants, aujourd'hui. Je suis ici en tant qu'invité, pour le dîner. Elle en est restée bouche bée. Jenna m'a regardé, comme si une deuxième tête venait de me pousser. Le dîner en lui-même était inconfortable, d'une manière que les repas de famille n'avaient jamais été auparavant. Je me suis assise à la vraie table à manger, coincée entre mon père et Jenna, pendant que tout le monde assimilait mon tout nouveau refus d'être la babysitter désignée. Le petit dernier de Derek n'arrêtait pas d'essayer de grimper sur ses genoux, pendant le repas. Derek me lançait des regards insistants, comme si j'étais censé bondir, et offrir mon aide. Je ne l'ai pas fait. J'ai mangé mon dîner lentement, savourant chaque bouchée, participant à une conversation d'adultes, pour la première fois depuis des années, lors d'une réunion de famille. Mon père m'a posé des questions sur mon nouvel appartement, et je lui ai parlé du quartier, du café au coin de la rue, du parc où j'avais commencé à faire du jogging le matin. Des choses normales, des choses qui n'avaient rien à voir avec les enfants, le babysitting, ou le fait d'être utile. On dirait que tu prends vraiment tes marques, a-t-il dit. Et il y avait quelque chose dans son ton, que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. De la fierté, peut-être. Ou bien étais-je en train de me faire des illusions? Jenna m'a à peine adressé la parole. Elle n'arrêtait pas de jeter des regards, entre moi et Amanda, clairement mal à l'aise avec la tension qui crépitait dans la pièce, comme de l'électricité statique. Quand son fils Tyler a commencé à s'agiter, elle s'est excusée pour l'emmener dans une autre pièce, et je savais que c'était, en partie, pour fuir le malaise que j'avais créé. Après le dîner, tout le monde est passé au salon. Normalement, c'était le moment où je rassemblais les enfants, pour un film ou des jeux, pendant que les adultes prenaient le café et le dessert. À la place, je les ai suivis dans le salon, et je me suis assise sur le canapé. Amanda m'a regardé avec de grands yeux, 3 enfants gravitant autour d'elle, comme des lunes autour d'une planète. Madison, chérie, s'il te plaît, ne saute pas sur les meubles de grand-mère, a-t-elle dit, la voix tendue par le stress. Madison l'a ignoré, et a continué à rebondir sur le fauteuil. Le fils de Derek tirait des livres de l'étagère. Tyler pleurait, quelque part au loin. La scène était un vrai pandémonium, et pour une fois, je n'étais qu'une simple observatrice. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte, avec le café. Ses yeux ont balayé le chaos, se sont posés sur moi, assise calmement sur le canapé, et j'ai vu quelque chose se durcir dans son expression. Elle a posé le plateau de café, avec plus de force que nécessaire. Rachel, pourrais-tu m'aider dans la cuisine, un instant?
Ce n'était pas une demande. Je l'ai suivie dans la cuisine, où elle s'est immédiatement retournée contre moi. Que essaies-tu de prouver, exactement, ici, a-t-elle exigé, la voix basse et furieuse. Je n'essaie rien de prouver. Je suis juste une invitée à un dîner de famille, comme tout le monde. Ce n'est pas comme ça que fonctionne cette famille. Et tu le sais. Nous mettons tous la main à la pâte. Nous aidons tous avec les enfants. Vraiment? J'ai croisé les bras. Parce que j'ai l'impression de me souvenir que j'ai été la seule à mettre la main à la pâte au cours des 8 dernières années. À quand remonte la dernière fois où tu as vu Derek surveiller les enfants d'Amanda pendant une fête? Quand Amanda a-t-elle déjà passé un dîner entier dans une pièce à part avec l'enfant de Jenna? C'est différent. Arrête de dire ça. Ma voix s'est élevée, malgré mes efforts pour rester calme. Ce n'est pas différent. La seule différence, c'est que je n'ai pas d'enfant, alors tout le monde a décidé que mon temps avait moins de valeur. Que ma présence était moins importante. Eh bien, c'est fini, je n'accepte plus ça. Elle m'a dévisagé pendant un long moment, la mâchoire contractée, comme si elle mâchouillait des mots qu'elle ne voulait pas prononcer. Finalement, elle a secoué la tête. Tu es égoïste, Rachel. Ta sœur a besoin d'aide. Alors, peut-être que son mari devrait l'aider. Ou peut-être que toi, tu devrais le faire. Ou peut-être que nous pourrions tous reconnaître le fait que, si l'on a des enfants, ce sont nos responsabilités, pas les miennes. Je suis retourné dans le salon, j'ai pris mon sac à main et mon manteau, et j'ai annoncé que je partais. Amanda avait l'air soulagée. Derek avait l'air conforté, comme si je venais de prouver n'importe quel argument qu'il avait avancé à mon sujet. Jenna refusait toujours de croiser mon regard. Mon père m'a raccompagné jusqu'à la porte. Conduis prudemment, ma chérie, a-t-il dit doucement. Il y avait quelque chose qui ressemblait à des excuses dans son ton, mais il n'a rien ajouté d'autre. Il ne m'a pas défendu devant maman. Il n'a pas reconnu que, peut-être, juste peut-être, j'avais raison. Il m'a juste dit de conduire prudemment, et a fermé la porte derrière moi. Je suis resté assise dans ma voiture, dans leur allée, pendant 5 minutes, avant de me sentir capable de conduire. Mes mains tremblaient d'adrénaline, de colère, et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à du chagrin. Je venais de briser un schéma, qui avait défini près d'une décennie de relations familiales, et je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Nous avions eu un repas tendu. J'étais parti juste après avoir mangé. Personne n'avait essayé de m'en empêcher. Personne ne m'avait demandé de rester pour nettoyer. Avril est arrivé, puis est passé. Je n'ai pas proposé de faire du babysitting. On ne me l'a pas demandé non plus. La discussion de groupe de la famille est devenue plus calme, lorsqu'il s'agissait de planifier des événements. J'ai remarqué que je n'étais plus identifié, dans les conversations sur qui pouvait garder quels enfants, et à quel moment. Au cours de cette période, il s'est passé autre chose, à quoi je ne m'attendais pas. J'ai commencé à construire une vie, qui ne tournait pas autour des besoins de ma famille. Sans l'obligation constante du babysitting des fêtes de famille qui planaient au-dessus de moi, j'avais du temps, du vrai temps libre, le week-end et en soirée, un temps auquel j'avais oublié que j'avais droit. J'ai commencé à dire oui, à des invitations que j'aurais déclinées auparavant. Kelly m'a invité à un cours de poterie, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. J'ai fabriqué un bol, qui ressemblait plutôt à un cendrier ivre, mais je me suis bien amusé en le faisant. J'y ai rencontré 2 autres femmes, Sarah et Michelle, et nous avons commencé à prendre un café après les cours. Le travail a repris, lui aussi. L'un de mes nouveaux clients m'a recommandé à son entreprise sœur, et soudain, j'ai eu un flux régulier de projets. Je gagnais plus d'argent que je ne l'avais fait depuis des mois, et la qualité de mon travail s'est améliorée, car je n'étais plus constamment épuisé par du travail de garde d'enfants non rémunéré. Je pouvais me concentrer. Je pouvais être créative, sans ce stress de fond, de savoir que j'allais devoir passer mon prochain week-end dans une salle de jeu, à séparer des bagarres pour des camions en plastique. J'ai commencé à suivre un cours de yoga, le dimanche matin. Le dimanche avait toujours été le jour, où les obligations familiales frappaient le plus fort. Le brunch d'anniversaire de quelqu'un, une réunion décontractée qui se transformait en 6 heures de babysitting, des dîners improvisés où l'on s'attendait à ce que je divertisse les enfants. Désormais, les dimanches étaient à moi. Je me réveillais doucement,
je préparais mon café, j'allais au yoga, puis je passais l'après-midi exactement comme je le souhaitais. Parfois je travaillais, parfois je lisais, parfois je ne faisais absolument rien, et cela ressemblait à un luxe inouï. La culpabilité venait par vagues. J'étais en train de passer un bon moment, de rire à quelque chose que Michel avait dit, ou de me sentir fier d'un design que j'avais terminé. Et puis, je pensais à Madison demandant où j'étais, ou au visage déçu de ma mère, et la culpabilité s'abattait sur moi. Étais-je en train d'être égoïste? Étais-je en train de punir mes nièces et neveux, pour le comportement de leurs parents? Étais-je en train de rejeter ma famille, pour une chose sur laquelle j'aurais simplement dû passer l'éponge? Mais ensuite, je me souvenais d'être debout dans cette salle de jeu, à Noël, invisible et non appréciée, et la culpabilité se retransformait en colère. Je me rappelais avoir appelé Amanda depuis ma voiture, la voix tremblante, alors que je lui expliquais que j'étais sur le point de perdre mon appartement, et l'entendre inventer des excuses. Je me rappelais le rejet désinvolte de Derek, quant à l'importance de ma présence au dîner de famille. La culpabilité s'évaporait, remplacée par la solide certitude que je faisais ce qu'il fallait. J'ai eu un rendez-vous amoureux, fin avril. Il s'appelait Marcus, un comptable que j'avais rencontré lors d'un événement de réseautage. Nous avons dîné dans un petit restaurant italien, et, quand il m'a posé des questions sur ma famille, je me suis surprise à tout lui raconter. Les années de babysitting, la crise de logement qu'ils avaient ignorée, les limites que j'étais enfin en train de fixer. Je m'attendais à moitié à ce qu'il me trouve amer, ou difficile. Au lieu de cela, il s'est adossé à sa chaise, et a dit, « Tant mieux pour toi. » Ma sœur a fait un truc similaire avec ma mère. Tout le monde s'attendait à ce que ma mère laisse tout tomber, pour garder les enfants de ma sœur, parce qu'elle était à la retraite. Comme si la retraite signifiait qu'elle n'existait que pour fournir une garde d'enfants gratuite. Finalement, ma mère a commencé à dire non, et ma sœur a pété les plombs. Mais ma mère est plus heureuse, maintenant. Elle est bénévole à la bibliothèque, prend des cours d'art, elle a sa propre vie. Ta famille s'adaptera. S'adaptera-t-il, cependant? Je n'en étais pas si sûr. La discussion de groupe était passée de dizaines de messages par jour, à peut-être 1 ou 2 par semaine. Personne ne me contactait individuellement. On m'isolait, on me mettait au frigo, et je le savais. Une partie de moi voulait céder, envoyer un message d'excuse, et restaurer la paix. Mais la plus grande partie de moi refusait de s'excuser pour avoir fixé des limites. Puis est arrivé le mois de mai. Cela faisait 4 mois que j'étais dans mon nouvel appartement. Je prenais mes marques. J'avais acheté de vrais meubles, au lieu de vivre dans les cartons. J'avais peint un mur d'accentuation. Je reconstruisais ma vie, pièce par pièce, et ça faisait du bien. C'était dur, mais ça faisait du bien. Un samedi matin, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte, pour découvrir Amanda et Derek, debout là, avec les 5 enfants et plusieurs sacs. J'avais passé une bonne matinée, jusqu'à cet instant. J'avais fait la grasse matinée jusqu'à 9 h, préparé des pancakes aux myrtilles, et j'avais prévu de passer la journée à travailler sur la conception d'un logo, pour un hôtel boutique. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table basse. Ma deuxième tasse de café était encore chaude, et je portais un pantalon de pyjama, avec un vieux sweat d'université. J'étais à l'aise. J'étais satisfaite. J'étais dans mon propre espace, vivant ma propre vie. Et puis, ma sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte et que je les ai vus debout là, Amanda, avec son sac à langer bourré à craquer et son faux sourire éclatant, Derek, avec son expression impatiente, et Madison, lui tenant la main. Les autres enfants étaient regroupés autour d'eux, comme s'ils attendaient de monter dans un bus. Mon estomac s'est noué. J'ai su ce qui se passait, avant même que quiconque ne prononce un mot. « Salut » a lancé Amanda d'un ton enjoué, en me bousculant pour entrer, avec Madison et ses 2 plus jeunes à la traîne. « Merci tellement de faire ça. On avait complètement oublié qu'on avait ce mariage à Boston, et on n'a pas pu trouver de babysitter. » Derek a suivi avec ses 2 enfants. On sera de retour demain après-midi. Il y a des collations dans le sac, et des vêtements de rechange. Tu nous sauves la vie. Ils étaient dans mon appartement, en train de déposer enfants et provisions, agissant comme si c'était tout à fait normal. Comme s'ils n'avaient pas refusé de me laisser dormir sur leur canapé, 4 mois plus tôt, alors que j'étais presque à la rue.
Comme s'il ne m'avait pas laissé me débrouiller toute seule, pendant la période la plus difficile de ma vie d'adulte. Stop, ai-je dit. Ma voix est sortie plus dure que je ne m'y attendais. Qu'est-ce que vous faites? Amanda a ri. On dépose les enfants, comme on l'a dit. On a un mariage. Vous ne m'avez pas demandé si je pouvais les garder. Eh bien, non, mais tu n'es pas occupé, n'est-ce pas? C'est juste pour une nuit. Quelque chose a cassé à l'intérieur de moi. C'était peut-être la présomption. C'était cette phrase, tu n'es pas occupé, alors que j'avais passé des mois à lutter, pour retrouver ma stabilité. C'était peut-être l'audace pure, de se pointer dans cet appartement que j'avais dû trouver seul, pour exiger que je garde 5 enfants, pour la nuit. Sortez, ai-je dit. Le silence est tombé sur mon salon. 5 enfants m'ont dévisagé, avec de grands yeux. Derek a ri nerveusement. Allez, Rachel, ne fais pas ta dramatique. Je ne fais pas la dramatique. Prenez vos enfants, et sortez de mon appartement, tout de suite. Le visage d'Amanda est devenu rouge. Tu es sérieuse? On a un mariage. On est déjà en retard. Alors, vous auriez dû organiser la garde des enfants à l'avance, en me le demandant vraiment, au lieu de supposer que je serais disponible. Je ne garde pas vos enfants. C'est quoi ton problème? Derek s'est avancé vers moi, la voix qui montait. Nous sommes une famille. On s'aide, en famille. Les mots ont jailli de moi, comme un poison que je retenais depuis des années. La famille? Où était la famille, quand j'ai perdu mon appartement, en décembre? Quand j'ai appelé chacun d'entre vous, pour ne recevoir que des excuses? Où était la famille, quand j'avais besoin d'un endroit où dormir, juste pour une semaine, et qu'aucun de vous ne pouvait me prêter une chambre d'amis, ou un canapé? Amanda, tes beaux-parents n'étaient même pas encore là. Derek, du matériel de yoga a plus d'importance que ta propre sœur. Et vous avez tous les deux le culot, de vous pointer ici, dans cet appartement que j'ai trouvé toute seule, après que vous m'ayez abandonné, pour simplement me larguer vos enfants, sans même me le demander? L'énergie dans la pièce a changé. Madison a commencé à pleurer doucement, ressentant la tension. Le fils aîné de Derek a tiré sur la manche de son père, confus. Le visage d'Amanda était passé du rouge au pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant, comme si elle voulait parler, mais ne trouvait pas les mots. C'était différent, a finalement réussi à dire Amanda. Différent comment? Parce que je n'ai pas d'enfant, donc ça n'a pas d'importance? Parce que mes problèmes ne sont pas de vrais problèmes? J'ai passé 8 ans à être votre babysitter gratuite, à chaque fête, à chaque événement. J'ai raté des dîners de famille, des conversations, des souvenirs, tout ça pour pouvoir surveiller vos enfants, pendant que vous preniez du bon temps. On m'a fait sentir que ma présence n'avait pas d'importance, parce que je n'ai pas de progéniture dont on peut discuter. Et la seule fois où j'ai eu besoin d'aide, d'une vraie aide, chacun d'entre vous m'a dit non. J'ai repensé à ces appels téléphoniques de décembre, assise dans ma voiture sur le parking d'un supermarché, parce que je ne supportais pas de les passer, de l'intérieur de mon appartement, que j'étais sur le point de perdre. La façon dont ma voix s'était brisée, quand j'avais expliqué à Amanda que j'avais juste besoin d'une semaine, peut-être 2. Le long silence, avant qu'elle ne me serve ce mensonge, sur ses beaux-parents. La façon désinvolte dont Derek m'avait rejeté, comme si déplacer un équipement de yoga onéreux, était un plus gros désagrément, que de voir sa sœur à la rue. La façon dont ma propre mère m'avait dit, que m'avoir à la maison, pendant qu'il gardait les petits-enfants, serait trop stressant, comme si j'étais, d'une manière ou d'une autre, plus difficile à gérer que 2 petits-enfants. J'étais resté assis sur ce parking, après le dernier appel, et j'avais regardé les familles charger leurs courses dans leur voiture, menant leur vie normale, alors que la mienne s'effondrait. Je m'étais senti si seul, si jetable, et voilà qu'ils se tenaient dans mon salon, le foyer que je m'étais battu pour obtenir, sans l'aide d'aucun d'eux, s'attendant à ce que je sourie, et accepte leurs enfants, comme si de rien n'était. Derek a essayé d'interrompre, nous n'avons pas, vous l'avez fait. Vous l'avez tous fait. Et maintenant, vous débarquez ici, en vous attendant à ce que je prenne 5 enfants pour la nuit, comme si je vous devais quelque chose. Je ne vous dois rien. J'ai payé mon dû. J'ai été la bonne tante, la sœur serviable. C'est fini. Alors, tu vas nous faire rater un mariage? La voix d'Amanda était devenue perçante. Sais-tu combien ont coûté ces billets? Appelez maman et papa.
Ils vont garder les enfants en janvier pour votre retraite de couple, n'est-ce pas? Ils doivent adorer faire du babysitting. Ou peut-être, demandez à vos voisins. Demandez à vos amis. Engagez une nounou. Je me fiche de ce que vous ferez, mais vous ne laissez pas ces enfants ici. Madison s'est mise à pleurer. Ce son m'a brisé le cœur, mais je n'ai pas reculé. Il ne s'agissait pas des enfants. Il s'agissait d'années de manque de respect et de dévalorisation. Derek a sorti son téléphone. C'est de la folie. J'appelle maman. Vas-y. Il l'a fait. Je pouvais entendre la voix de ma mère à travers le haut-parleur, aiguë et paniquée. Derek a expliqué la situation, de la manière la plus partiale possible, me faisant passer pour un monstre. Ensuite, il m'a tendu le téléphone. Rachel Marie, qu'est-ce qui t'a pris? La voix de maman était tranchante. Ils ont besoin de ton aide. Ils n'ont pas demandé mon aide. Ils l'ont présumée acquise. Il y a une différence. Ce n'est pas le moment d'être mesquine, à propos de quelque chose qui s'est passé il y a des mois. Mesquine? J'ai senti que je perdais le contrôle. Tu as refusé de me laisser vivre chez toi, parce que m'avoir à la maison pendant que tu faisais du babysitting était trop stressant, mais, d'une certaine façon, ce n'est pas mesquin de leur part, de me laisser 5 enfants pour la nuit, sans même me le demander? C'est complètement différent. Tu es une adulte, qui peut prendre soin d'elle-même. Ce sont des enfants, qui ont besoin de surveillance. Alors trouvez quelqu'un pour les surveiller. Au revoir, maman. J'ai raccroché, et j'ai rendu le téléphone à Derek. Vous avez 5 minutes pour faire sortir tout le monde de mon appartement, ou j'appelle la police, et je signale un abandon d'enfant. Tu ne ferais pas ça, a murmuré Amanda. Mets-moi à l'épreuve. Il leur a fallu 15 minutes de précipitation, d'appels téléphoniques, et de pleurs d'enfants, mais ils ont rembarqué tout le monde dans leur voiture. Amanda pleurait aussi, maintenant, hurlant que j'étais égoïste et cruel. Derek m'a traité de noms que je ne répéterai pas. Ils ont claqué ma porte assez fort, pour faire trembler l'encadrement. Je suis resté planté dans mon appartement silencieux, entouré par les sacs et les collations qu'ils avaient oubliés dans leur précipitation pour partir, et j'ai senti le poids de 8 années s'envoler de mes épaules. La discussion de groupe de la famille a explosé, en l'espace d'une heure. Les messages fusaient dans tous les sens. On m'a traité de tous les noms imaginables. Égoïste, sans cœur, cruel, vindicative. Ma mère a dit que je devrais avoir honte. Jenna, qui avait à peine été impliquée, a dit que j'étais allé trop loin. Mon père, qui d'habitude restait en dehors des conflits, m'a envoyé un message privé, me disant qu'il était déçu de moi. J'ai lu chaque message, regardant mon téléphone vibrer, notification après notification. Mes mains tremblaient, mais pas de peur ou de regret, de rage. Une rage pure, cristalline, face à l'audace de ces personnes, qui m'avaient abandonné quand j'en avais besoin, et qui me peignaient maintenant comme le grand méchant, pour avoir refusé d'être leur paillasson. Derek a envoyé un message long d'un paragraphe, détaillant comment j'avais traumatisé ces enfants en leur hurlant dessus. Je n'avais pas hurlé sur les enfants. J'avais hurlé sur lui, et sur Amanda. Mais les faits ne semblaient pas compter, dans ce récit qu'ils étaient en train de construire, où j'étais le monstre. Amanda a envoyé un message vocal. J'ai failli ne pas l'écouter, mais la curiosité l'a emporté. Sa voix était larmoyante, dramatique. Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça, Rachel. Nous avons toujours été là pour toi, et c'est comme ça que tu nous remercies. Tu as fait pleurer Madison. Elle ne comprend pas pourquoi sa tante Rachel ne l'aime plus. Comment suis-je censé expliquer cela à ma fille? Celui-là m'a frappé différemment. L'idée que Madison puisse penser que je ne l'aimais pas, me faisait mal à la poitrine, mais j'ai dû me rappeler qu'il ne s'agissait pas de Madison. Il s'agissait d'Amanda, utilisant les sentiments de sa fille comme une arme, essayant de me culpabiliser, pour me faire reculer. Si Amanda se souciait vraiment de la relation de Madison avec moi, elle n'aurait pas passé 8 ans, à me traiter comme une employée de maison. Le message de Jenna était plus court, mais d'une certaine manière, bien pire. Maman pleure. Tu es contente, maintenant? Tu as déchiré cette famille pour une histoire de babysitting. Pour une histoire de babysitting. Comme si c'était tout ce que c'était. Comme s'il ne s'agissait pas d'années de manque de respect, d'avoir été traité comme une moins que rien,
d'avoir vu mon temps et ma présence dévalorisés à chaque instant. Comme s'il ne s'agissait pas du fait qu'ils aient refusé de m'aider, quand je faisais face au sans-abrisme, tout en s'attendant à ce que je lâche tout, pour eux. Le message de ma mère était le plus long, et le plus manipulateur. Elle a invoqué les valeurs familiales, la tradition, l'importance de se soutenir les uns les autres. Elle a dit à quel point j'étais autrefois une fille si douce, toujours prête à aider, et qu'elle ne savait pas ce qui m'était arrivé. Elle a dit que mon comportement n'était pas chrétien, et que je devais sonder mon cœur, pour m'excuser auprès de mes frères et sœurs. L'ironie de voir ma mère me faire la leçon, sur le soutien mutuel, alors qu'elle m'avait refusé une chambre, dans sa maison de 4 chambres, ne m'a pas échappé. J'ai désactivé les notifications, et j'ai continué ma journée. J'ai nettoyé mon appartement. J'ai travaillé sur un projet de design. J'ai commandé thaïlandais, et j'ai regardé un film. J'ai mieux dormi, cette nuit-là, que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, j'ai envoyé un seul message dans la discussion de groupe. Pendant 8 ans, j'ai été traité comme une garderie gratuite, à chaque événement familial, parce que je n'ai pas d'enfant. On m'a dit, à maintes reprises, que mon temps avait moins d'importance, que ma présence avait moins d'importance, que ma vie avait moins d'importance. Quand je me suis retrouvé à la rue, et que j'ai appelé chacun de vous à l'aide, je n'ai reçu que des excuses. Vous avez clairement fait comprendre, que je ne peux pas compter sur cette famille quand j'ai besoin de soutien, mais vous vous attendiez quand même à compter sur moi, hier, sans même avoir la politesse de me le demander d'abord. Je ne ferai plus ça. J'aime mes nièces et mes neveux, et je serai toujours leur tante, mais je ne serai pas la babysitter par défaut. Je ne serai pas considérée comme acquise, et je ne me laisserai pas culpabiliser, pour avoir posé des limites. Si vous voulez réparer notre relation, cela commence par des excuses, un véritable changement dans votre façon de me traiter. D'ici là, ne me contactez pas, sauf en cas d'urgence. J'ai quitté la discussion de groupe. J'ai bloqué le barrage inévitable de réponses furieuses, sur mon numéro personnel. Je me suis concentré sur mon travail, et sur mes amis, ceux qui avaient réellement répondu présent, quand j'avais eu besoin d'eux. 2 semaines se sont écoulées. Kelly m'a emmené boire des margaritas pour célébrer ma colonne vertébrale, comme elle l'a dit. Mon collègue James m'a envoyé un cadeau de félicitations, quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ces personnes, qui n'étaient pas liées à moi par le sang, célébraient le fait que je me sois défendu. Ma vraie famille, elle, était silencieuse. Puis, on a frappé à ma porte. C'était Amanda, seule. Elle avait une mine affreuse. Ses yeux étaient bouffis, ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et elle tenait un café, comme si c'était une bouée de sauvetage. « Est-ce que je peux entrer ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai failli dire non, mais la curiosité a fini par l'emporter. Je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assises à ma petite table de cuisine. Elle a fixé son café pendant un long moment, avant de parler. « Je suis désolé. » 2 mots que j'attendais d'entendre, depuis 8 ans. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. En fait, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Et tu as raison, sur toute la ligne. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Nous t'avons bel et bien abandonné. Je t'ai abandonné. Quand tu m'as appelé, parce que tu avais besoin d'un endroit où dormir, j'ai inventé cette excuse sur mes beaux-parents, parce que la vérité, c'est que je ne voulais juste pas m'en occuper. Tu as toujours été si douée, si indépendante, et je crois que j'ai juste supposé que tu te débrouillerais. Je n'ai pas pensé à ce que ça te ferait ressentir. Je n'ai rien dit. Je voulais tout entendre. Et cette histoire de babysitting. Mon Dieu, Rachel, je n'avais jamais réalisé à quel point nous t'utilisions. C'est juste devenu une habitude. Tu sais, tu étais douée avec les enfants, et tu ne te plaignais jamais, alors on a juste continué à le faire. Nous t'avons fait rater tellement de choses, et nous le justifions en nous disant que ça ne te dérangeait pas, parce que tu n'avais pas d'enfant à toi. Elle a essuyé ses yeux. C'est une chose tellement horrible à admettre, mais c'est vrai. Ta vie a tout autant d'importance que la mienne. Ton temps a tout autant d'importance. Pourquoi es-tu là, ai-je demandé. C'est maman qui t'envoie. Non, maman est toujours furieuse contre toi. En fait, elle pense que tu as complètement dépassé les bornes. Amanda a ri amèrement. Je me suis violemment disputé avec elle à ce sujet. Je lui ai dit qu'elle avait tort, que nous avions tous tort.
Derek pense que je suis trop indulgente, mais je me fiche de ce qu'il pense. J'avais besoin de venir ici, pour te dire que je suis désolé, vraiment, sincèrement désolé. Pas parce que je veux que tu fasses de nouveau du babysitting, mais parce que j'ai blessé ma sœur, et que j'ai besoin d'arranger les choses. Elle m'a parlé du mariage, de la façon dont ils avaient dû le rater, parce qu'ils n'avaient pas pu trouver de babysitter à temps. Elle m'a parlé des disputes dans la famille depuis lors, de la façon dont chacun choisissait son camp. Elle m'a dit qu'elle avait sérieusement réfléchi, à la façon dont elle traite les gens, et à la façon dont elle veut que Madison grandisse, en voyant les femmes se soutenir mutuellement, plutôt que de s'entre-déchirer. Je lui ai raconté les mois qui ont suivi la perte de mon appartement. Comment Kelly m'avait ouvert sa porte sans poser de questions. À quel point je m'étais senti seul, même si j'étais entouré par ma famille. Comment chaque fête était devenue quelque chose que je redoutais, au lieu de l'apprécier. Comment ce commentaire, sur le fait que ma présence n'avait pas d'importance à Pâques, m'était resté en tête pendant des années. J'ai dit ça, a-t-elle demandé, l'air horrifié. Derek l'a dit. Vous avez tous ri. Elle a pris sa tête entre ses mains. Je ne m'en souviens même pas, mais ça rend les choses encore pires. Tu t'en souviens parfaitement parce que ça t'a blessé, et moi je ne m'en souviens pas, parce que je ne me souciais pas assez de toi, pour remarquer que je te faisais du mal. Ce ne fut pas une conversation miracle. Une excuse n'efface pas 8 ans de douleur, mais c'était un début. Derek ne s'est jamais excusé. Il pense toujours que j'ai réagi de manière excessive, et que j'ai ruiné leur plan, par pure méchanceté. Nous nous parlons à peine, maintenant. Jenna s'est excusée par texto, un court message qui semblait obligatoire. Nous sommes cordiales, mais distantes. Mes parents ont mis 6 mois à changer d'avis. Mon père m'a contacté le premier, admettant qu'ils avaient eu tort de me refuser un toit. Ma mère a mis plus de temps. Elle pense toujours que j'aurais simplement dû garder les enfants ce jour-là, et aborder les problèmes plus tard, mais elle essaie, à sa manière. La dynamique familiale a définitivement changé. On ne s'attend plus à ce que je fournisse une garde d'enfants gratuite. Parfois, je propose de garder les enfants quelques heures, selon mes propres conditions, quand j'ai envie de passer du temps avec eux. Amanda respecte mes limites, aujourd'hui. Nous nous voyons pour prendre un café, de temps en temps, juste toutes les deux, pour reconstruire notre relation. Le dernier Thanksgiving était différent. Je suis arrivé à l'heure du dîner, et non des heures à l'avance. Je me suis assise à la table, avec tous les adultes. J'ai participé aux conversations. J'ai pris mon neveu Tyler dans les bras un petit moment, parce que j'en avais envie, et non parce que c'était une attente. Quand Amanda a eu l'air stressée, à gérer ses 3 enfants pendant le dessert, j'ai proposé de les emmener dehors un instant. Elle m'a regardé, avec surprise. Tu es sûr? Je te le propose, non? Nous avons passé 30 minutes, dans le jardin de mes parents. Madison m'a parlé de ses cours de danse. J'ai poussé les 2 plus jeunes sur la balançoire. Quand nous sommes revenus à l'intérieur, Amanda m'a serré dans ses bras, et a murmuré « merci ». Comme si elle le pensait vraiment. Ce n'est pas parfait. Derek fait encore, parfois, des commentaires passifs-agressifs, sur le fait que je n'ai pas l'esprit d'équipe. Ma mère suggère encore, de temps en temps, que je devrais être plus flexible avec les obligations familiales. Mais je tiens bon, maintenant. J'ai appris qu'être une famille, ce n'est pas accepter d'être maltraité. Cela signifie attendre le meilleur, et exiger le respect. L'ironie ne m'échappe pas. Pendant 8 ans, on m'a dit que ma vie comptait moins, parce que je n'avais pas d'enfant. Au moment où j'ai eu besoin d'aide, cette même famille n'a pas pu m'accorder une seule petite semaine. Mais quand ils ont eu besoin de quelque chose, ils s'attendaient quand même à ce que je lâche tout. Fixer des limites n'a pas détruit ma famille. Cela a simplement révélé qui était prêt à me respecter, et qui ne l'était pas. Amanda a fait des efforts. Mes parents ont fini par s'adoucir. Derek et Jenna ont choisi leur confort, plutôt que notre relation, du moins pour le moment. Peut-être que ça changera. Peut-être pas. Je suis en paix avec les 2 issues, parce que j'ai enfin appris une chose cruciale. Je n'ai pas besoin de m'immoler par le feu, pour garder les autres au chaud. Je n'ai pas besoin de sacrifier ma présence, mon temps, ou ma dignité, pour prouver que je suis précieuse pour ma famille. Et je n'ai absolument pas besoin d'accepter d'être traité comme une moins que rien,
juste parce que mes choix de vie n'incluent pas d'enfants. Le nouvel appartement me convient parfaitement. Je me le suis vraiment approprié, maintenant, avec des tableaux sur les murs, et des plantes sur les rebords de fenêtres. Ma liste de clients s'est allongée. Je suis de nouveau stable financièrement, et plus forte d'avoir traversé la tempête toute seule. Kelly et moi dînons ensemble, toutes les 2 semaines. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai commencé l'escalade, dans une salle du quartier. Ma vie est bien remplie sans enfants, et bien remplie sans être la nounou par défaut de tout le monde. Elle est pleine, parce que je l'ai remplie de personnes qui m'apprécient, d'activités que j'aime, et de relations fondées sur le respect mutuel, plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. Parfois, Madison demande pourquoi elle ne me voit plus autant qu'avant. Amanda gère bien la situation, en lui expliquant que tante Rachel a sa propre vie, et que, quand nous passons du temps ensemble, c'est parce que nous en avons envie, ce qui rend les choses encore plus spéciales. Je pense que c'est une bonne leçon à apprendre tôt pour elle, que la vie des femmes a de la valeur, au-delà de leur utilité pour les autres. Est-ce que je regrette la façon dont les choses se sont passées? Le drame? La confrontation? Les ponts brûlés? Non. Pas le moins du monde. Parce que ce moment, debout sur le pas de la porte de mon appartement, à refuser qu'on profite de moi, a été le moment où je me suis enfin fait passer en premier. C'est le moment où j'ai dit, ma vie compte, mes limites comptent, je compte. Et je le referai en un clin d'œil.